Allez, impeccable. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire Je veux changer de métier. Il s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui a démarré lundi et qui termine demain. Donc, je vais vous rappeler un petit peu vous expliquer dans quel cadre on a organisé cette semaine. La thématique qui nous occupe ce midi, c'est Je veux changer de métier. Alors, attention, changer de métier, ça ne s'improvise pas. L'objectif de ce webinaire, qui va se dérouler sur 1 heure, c'est de pouvoir vous apporter quelques éclairages, quelles sont les démarches, les étapes par lesquelles on peut passer quand on s'interroge sur son projet professionnel. Donc, mon conseil en évolution professionnelle vous répond. Quelques petites règles et consignes. J'ai vu qu'il y avait eu des échanges dans le chat. Donc effectivement, merci à tous de bien vouloir couper vos caméras et vos micros. Alors je crois que tout le monde l'a fait parce que je crois que tout le monde est très aguerri à ce système de webinaire. Donc voilà, pour que tout se passe au mieux, donc pour couper mon écho déjà, si vous coupez tous vos micros, c'est mieux. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos questions par le chat, donc la partie discussion de Teams, et on y répondra avec plaisir. Alors on partagera pas le support PowerPoint. Par contre, j'ai lancé l'enregistrement puisque tous les webinaires seront accessibles en replay depuis le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Donc, vous pourrez ensuite regarder tranquillement le support via le replay. Nous avons donc décidé d'organiser cette semaine de l'évolution professionnelle depuis lundi, donc qui est composée de 60 webinaires thématiques autour de l'évolution professionnelle. On co-organise ça avec donc nos collègues de l'APEC, qui sont comme nous le réseau des CIBC opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Et on a la particularité d'accompagner particulièrement les salariés et les indépendants. Mais comme je vous présenterai à la fin, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit pour tout le monde. Simplement, en fonction de son statut, on aura différents opérateurs. Mais je vous présente ça en fin de webinaire. Donc, pour vous dire qu'on a eu à cœur sur cette semaine de pouvoir proposer différentes thématiques à destination des entreprises et du grand public autour de l'évolution professionnelle. Donc, on a des thématiques variées comme la création d'entreprises, comme les dispositifs de financement de formation, le dispositif démissionnaire. Il y a aussi des webinaires à destination des entreprises autour de l'utilité du CEP en tant qu'outil RH. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr pour regarder la programmation. Il reste encore pas mal de webinaires d'ici demain. Donc aujourd'hui, pour animer ce webinaire sur Je veux changer de métier, je suis accompagnée de Nathalie. Donc moi, je suis Alice Denmanivong, manager de groupement pour le conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, Nathalie va vous présenter ce webinaire. Je te laisse te présenter rapidement, puis je coupe aussi mon micro. Bonjour à tous, donc moi je suis Nathalie Lannes, je suis psychologue du travail de formation et donc je suis conseillère en évolution professionnelle au CIBC Sud-Aquitaine à Pau. Donc voilà, c'est de Pau que je vais vous présenter ce support et cette thématique de changer de métier. Dans mes missions, je suis aussi conseillère en bilan de compétences et en point régional conseil VAE, donc on abordera un peu ces sujets-là aussi. Alors, pour démarrer sur cette question du changement de métier, il y a plusieurs études qui sont faites sur des données, on va dire, un peu statistiques sur ce qui peut amener les gens à réfléchir à leur évolution. La plupart de ceux qui souhaitent changer, on voit 88% de ceux qui envisagent de changer, en tout cas, ils disent que ça peut être intéressant de suivre une formation pour le faire. Suivre une formation, ça veut dire acquérir des nouvelles connaissances, des savoir-faire, préparer cette évolution, ce changement de métier. Et 64% se disent que ça peut être pertinent d'être accompagné dans cette réflexion et dans ce changement. Par un conseiller ou un expert du domaine ou un spécialiste. C'est ce qui peut être fait dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, notamment se dire j'ai une envie de changer, mais tout seul, je ne sais pas forcément comment m'y prendre. Et donc, j'aimerais bien être aidée, soutenue dans cette démarche-là. Et voilà, il y a aussi une part importante d'actifs qui ont cette envie d'évolution et on va pouvoir travailler avec eux là-dessus pour ceux qui viennent nous voir. Puis il y a des gens qui changent aussi de façon tout à fait autonome.
Dans les raisons qui font qu'on a envie de changer de métier, on va retrouver je ne suis pas bien dans mon poste actuel, je m'y retrouve plus, j'ai plus de sens dans mon activité et je me dis qu'il serait peut-être pertinent de changer. On peut avoir aussi le sentiment de stagner dans son activité ou dans son travail et avoir une envie d'évoluer, de progresser, d'acquérir de nouvelles choses, ou aussi le sentiment d'être parfois pas assez, entre guillemets, utilisé dans ce qu'on pourrait faire, hein, c'est-à-dire sentiment d'avoir plus de compétences que ce qu'on nous demande dans notre activité professionnelle. On peut avoir aussi l'envie ou le besoin de changer parce qu'on a un problème de santé qui fait qu'on ne peut plus ou qu'on ne pourra plus prochainement exercer le poste sur lequel on est. Donc là, on va être plutôt tout ce qui est autour de la santé et qui va nécessiter de s'interroger sur le futur. Des envies d'entreprendre qui, à un moment donné, émergent ou en tout cas qu'on se laisse l'occasion d'interroger, d'approfondir. Des aléas économiques. Effectivement, il y a une évolution des métiers, il y a des métiers qui disparaissent. Il y a aussi actuellement cette conjoncture qui fait que des secteurs d'activité sont en peine et ça peut amener aussi un questionnement sur qu'est-ce que je vais faire demain si dans mon travail je ne peux plus continuer ou je suis licenciée. On a rencontré aussi pas mal avec le Covid et le confinement des personnes qui venaient vers nous avec le questionnement de mon métier, je me demande s'il est utile en fait. Dans cette crise, il ne l'a pas été, on pourrait se passer de ce que je fais et ça peut générer aussi une confortation du fait de changer et puis voilà, une envie à un moment donné dans son parcours de faire autre chose, de se donner l'opportunité de faire quelque chose qu'on avait peut-être déjà eu en tête mais qu'on ne s'était pas donné l'occasion d'expérimenter. Ce qu'on rencontre aussi dans l'envie de changement, ça va être des personnes qui ont vécu des situations très difficiles, que ce soit pour diverses raisons, hein, qui ont dû être en arrêt de travail ou qui le sont toujours et qui du coup ont aussi cette question sur le changement. Alors, avant de mener le changement, et c'est l'objet de ce qu'on va travailler aujourd'hui, hein, c'est quelles sont les étapes, quelles sont les démarches que je peux réaliser pour m'aider à m'orienter de façon réfléchie et choisir des éléments d'orientation, des éléments de métier, des éléments de démarche qui soient mûris, réfléchi et que je puisse aussi poser tous les éléments de crainte, de frein par rapport à ce changement-là, parce que quand il y a changement, il y a toujours beaucoup de questions, des freins, il y a des envies, mais voilà, c'est vraiment travailler sur ces différents points-là. Et le fait d'être accompagné, ça peut être aidant. Voilà, parfois on reçoit des gens qui disent tout seul, oui, j'ai des idées, mais j'arrive pas à passer le cap. Le fait d'être accompagné, ça peut permettre de le faire et d'avoir aussi un espace et des outils pour pouvoir travailler sur votre réflexion. Alors, sur cette diapo-là, il y a des exemples de situations qu'on peut rencontrer effectivement sur des demandes ou des envies de changement. Quelqu'un qui a travaillé dans une structure avec un niveau, qui a évolué finalement dans ses fonctions, dans ses compétences et qui pourrait peut-être du coup obtenir un nouveau poste ou une nouvelle certification par rapport à son expérience. On peut avoir des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, sentent que la suite de leur fonction ne va pas être possible dans leur métier ou dans la structure dans laquelle ils sont pour des raisons de santé. Et du coup, on va là travailler sur qu'est-ce que je peux faire d'autre si je ne peux plus continuer demain ou si je suis déjà dans une situation où je ne peux plus faire mon travail. Et c'est vrai qu'on rencontre pas mal de personnes dans cette situation-là. Et du coup, là, c'est important de réfléchir à ce changement avec la contrainte de santé qui est en lien. Et la dernière situation, là, il y a effectivement une baisse d'activité dans une entreprise. On en a malheureusement en ce moment. Ça peut être aussi vécu comme peut-être que c'est le moment
que je me laisse la possibilité d'explorer, d'analyser des hypothèses auxquelles j'ai déjà pensé, mais j'ai toujours eu le frein de m'y mettre. Ben, la conjoncture ou la situation peut aussi me permettre de me mettre en action sur ce projet. Donc là, on va voir les points clés dans cette envie de changer de métier. Quels sont les points importants? D'abord, c'est poser là où j'en suis, poser ma situation. On va voir plusieurs étapes dans ce fait de formaliser sa situation. Ensuite, explorer les pistes, connaître son environnement, une deuxième phase, on va dire. Troisième phase, c'est quelle stratégie je peux mettre en œuvre pour formaliser, mettre en place ce changement, et le plan d'action avec des échéances, des objectifs, des actions concrètes une fois que j'aurai bien analysé tous les tenants et aboutissants. Oula, pensez bien à couper vos micros s'il vous plaît. Ah. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, ça fait un bruit un peu désagréable. Donc voilà, ça c'est les grandes étapes, on va dire, sur lesquelles on va s'arrêter maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre quand on souhaite changer de métier. Alors le premier point, c'est faire le point sur sa situation. Là, dans cette première étape, c'est vraiment prendre le temps de poser, d'écrire, de formaliser là où j'en suis. Qu'est-ce qui me va aujourd'hui dans ce que je fais? Quels sont les aspects de mon métier, de ma situation qui me plaisent? Quels sont ceux qui ne me plaisent plus, ce que je ne voudrais plus, ce que j'aimerais garder de ce que je connais? Ce que j'ai pu peut-être expérimenter avant le poste d'aujourd'hui et que je n'ai plus et que je voudrais retrouver, ou aussi c'est me nourrir de ce que je fais dans le hors-travail. On a souvent des projets d'évolution qui vont aussi s'appuyer sur ce que je fais dans l'extra-professionnel. Ce n'est pas toujours ce qu'on va valoriser le plus, on va plutôt valoriser les compétences, les atouts qu'on a dans son métier actuel ou passé, et un peu moins sur le côté extra-professionnel, sur des engagements associatifs que je peux avoir, sur voilà, une pratique sportive, une pratique culturelle. Et finalement, on se rend compte que dans certaines situations, ce sont ces éléments extra-professionnels dans lesquels je vais trouver plus de sens et sur lesquels j'ai développé des compétences qui peuvent aussi nourrir ma réflexion. Donc là, ce qui est important, c'est de bien poser ces choses-là. Et c'est vrai qu'on va travailler souvent sur des écrits, sur des simples, des choses assez simples, mais pour pouvoir y revenir, au fait, aussi le fait d'écrire les choses, d'écrire ce que j'aime plus, ce que j'aimerais voir évoluer, ça me permet au fur et à mesure de pouvoir y revenir et aussi de mettre en avant les choses sur lesquelles je peux m'appuyer. On appelle ça les ressources. Dans les ressources, on va trouver les qualités personnelles que j'ai, les compétences que j'ai, les motivations que je peux avoir, les démarches que j'ai pu entreprendre. Donc, tous ces éléments-là, c'est important de les valoriser pour soi, dans un premier temps, et ensuite, après, pour pouvoir aussi en parler et le développer auprès des différents acteurs que j'aurai à rencontrer dans mon parcours. Voilà, avec vraiment l'importance de ne pas se centrer que sur la situation professionnelle que j'ai aujourd'hui, mais aussi ce que j'ai pu faire dans le passé et aussi ce que je fais en parallèle dans ma vie extra-professionnelle. Dans les éléments de ma situation, je vais pouvoir déjà essayer de travailler sur mes intérêts. Qu'est-ce qui m'attire? Quels sont les intérêts professionnels que j'ai? Donc là, on a une liste, voilà, par exemple, de domaines. Souvent, je sais les domaines vers lesquels je pourrais avoir envie d'aller ou ceux dans lesquels je ne me vois pas du tout ou des métiers dans lesquels je ne me projette pas. Donc, il y a des outils qui existent pour travailler sur ces intérêts professionnels, des tests, comme l'IRMR par exemple. Il y a aussi des outils qui sont à la disposition de chacun sur Internet, sur différents sites, notamment sur l'ONICEP qui répertorie des métiers. Il y a aussi des possibilités d'aller un peu travailler sur ces intérêts pour clarifier quels sont les intérêts que moi j'ai, les secteurs, les domaines qui peuvent m'attirer et ceux qui ne m'attirent pas.
Voilà, donc il y a un travail personnel qui peut se faire là-dessus et on peut là aussi être guidé si besoin. Ce qui est important là-dessus aussi, c'est de s'autoriser à aller ouvrir des perspectives que je ne connais pas. C'est-à-dire que je peux me centrer parfois sur ce que je connais en termes de domaine et du coup, ben, je ne m'autorise pas forcément à aller investiguer des choses que je ne connais pas. Donc, quand on réfléchit sur un changement, ça peut être intéressant de aussi ouvrir à des choses nouvelles. Les valeurs, les motivations, ça va être des éléments vraiment très personnels sur qu'est-ce qui est important pour moi, là où j'en suis aujourd'hui et en fonction de ce que je traverse comme situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi dans un travail. Est-ce qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'être dans un bureau? Est-ce que c'est d'être à l'extérieur? Est-ce que c'est de rencontrer des gens? Est-ce que c'est d'être plutôt dans un travail autonome où je sois seule? Est-ce que c'est plutôt du travail sur ordinateur, du travail sur des outils? Enfin voilà, vraiment s'interroger sur qu'est-ce que j'aime dans le travail, qu'est-ce que j'aime dans la vie aussi, qu'est-ce qui a du sens pour moi et voilà, est-ce que j'ai besoin d'un autre aussi temps entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle? C'est aussi des étapes de vie différentes qui peuvent générer des envies et des motivations différentes. Là aussi, sur ces questions-là, on peut avoir des outils pour travailler là-dessus. Et puis le fait, là aussi, de s'interroger d'abord soi-même et après d'aller peut-être conforter avec un conseiller, ça peut être aidant. Voilà. Un exemple d'une situation là que j'ai eue récemment de quelqu'un que j'ai rencontré qui était indépendant dans une fonction de traduction de documents plutôt dans le domaine juridique et qui en fait finalement souffre de cette indépendance-là, du manque de stabilité et d'insécurité financière que ça génère. Ce n'est pas un questionnement sur le cœur de métier, mais bien sur les conditions. Et du coup, il y a une envie de changement liée à ça. Donc, parfois, la question, elle est sur le cœur de métier, parfois, elle est sur mes besoins. Et cette personne-là, en l'occurrence, il y a un besoin de sécurité et de stabilité qu'elle ne rencontre pas aujourd'hui dans sa situation. Dans le point sur ma situation, je vais aussi m'arrêter sur mes atouts, mes compétences. Mes compétences, c'est ce que je sais faire, ce que je suis amenée à réaliser dans un contexte, qu'il soit professionnel ou extra-professionnel, toujours en lien avec des activités que je mène et sur lesquelles j'ai de l'action. Cette question-là, elle est vraiment essentielle. Qu'est-ce qui génère de la satisfaction, du plaisir dans ce que je peux réaliser dans mon travail et ailleurs? Dans quoi est-ce que je suis bon? Sur quoi est-ce que moi je me sens pertinent et efficace? Sur quoi est-ce que les autres peuvent me renvoyer aussi des choses positives? Parfois ma hiérarchie, mes collègues peuvent me renvoyer des retours sur lesquels, voilà, toi je te trouve doué dans tel ou tel aspect. C'est aussi des choses qui peuvent m'animer, ce qui se passe dans mes entretiens professionnels, aussi dans mes entretiens d'évaluation. Ça peut me donner un retour sur ce que je fais bien et comment je le ressens. Mes qualités, donc on va être peut-être plutôt sur des qualités personnelles ou des qualités professionnelles. Voilà quelles sont les principales qualités dans lesquelles je me retrouve, dans lesquelles je me reconnais moi-même, et puis aussi par rapport à ce que les autres peuvent me renvoyer. Et ce qui est important aussi dans ce travail-là, c'est d'abord de formaliser les compétences que j'ai, et si j'ai des idées, ou au fur et à mesure où mes idées de changement viendront, de me dire sur quoi est-ce que je peux déjà m'appuyer. Je n'ai pas forcément la formation pour faire un nouveau métier, mais je ne pars certainement pas de zéro. Donc, quels sont les atouts que j'ai déjà en termes de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de contexte professionnel que j'ai déjà rencontré ou en termes de qualité? On peut imaginer par exemple voilà, des personnes qui ont un cursus professionnel. Voilà, j'ai en tête une personne que j'ai reçue qui était dans le domaine de la comptabilité, qui ne se retrouvait plus dans sa fonction actuelle. Au fur et à mesure du travail qu'on a pu mettre en place, elle s'est orientée plutôt vers une fonction de formatrice. Elle ne part pas de zéro, elle a son expérience en comptabilité qui va lui amener des compétences transférables vers une fonction de formatrice, notamment dans ce domaine-là. Et puis, par rapport à des expériences extra-professionnelles qu'elle avait pu mener aussi,
en lien avec l'animation de groupe. Donc, c'est bien se questionner sur, par rapport à mes envies ou aux métiers sur lesquels je vais travailler, quels sont mes atouts, quelles sont les choses sur lesquelles je peux déjà m'appuyer, même si bien souvent, je vais avoir besoin d'une formation, d'un complément de formation pour pouvoir aboutir à mon projet, mais j'ai déjà des bases sur lesquelles m'appuyer. Donc, dans ce qui peut être complémentaire au conseil en évolution professionnelle, on parle là de 2 dispositifs. Le bilan de compétences, alors que certains d'entre vous connaissent peut-être. Le bilan de compétences, en général, il est préconisé ou les personnes y vont d'elles-mêmes quand elles sont relativement perdues, entre guillemets, c'est-à-dire je sens que je suis plus bien ou plus assez épanouie là où je suis, ou en tout cas, je me questionne sur l'avenir, mais j'ai très peu d'idées, voire je n'en ai pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on oriente plutôt vers un bilan de compétences qui va permettre de prendre davantage de temps. On est sur un format maximum de 24 heures, ça peut être un peu moins. Mais on va vraiment prendre le temps de bien analyser chacune des expériences de la personne, chacune de ses envies, chacun de ses besoins et travailler sur un projet d'évolution, voire un projet de formation si besoin. Donc, bilan de compétences, on est plutôt sur je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas vraiment vers où je veux aller non plus pour demain, donc j'ai besoin d'être accompagnée de façon un peu plus profonde, on va dire, sur cette réflexion-là. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, quand on reçoit des personnes qui sont dans ces situations-là, on va travailler avec elles sur comment je choisis l'organisme de bilan qui sera celui avec lequel j'aimerais le plus travailler et comment est-ce que je peux financer cette prestation qui, du coup, a un coût. Ce qui peut être complémentaire aussi quand on envisage un changement, c'est la validation des acquis de l'expérience. On avait tout à l'heure un exemple d'une situation d'une personne qui avait un niveau bac, qui a intégré une structure et qui a du coup, dans son expérience professionnelle, développé de nouvelles compétences, acquis de nouveaux savoirs, expérimenté de nouvelles choses. Et par rapport à ce qu'elle a fait, finalement, elle pourrait aujourd'hui valider un diplôme qui soit supérieur à celui qu'elle avait. C'est le principe de la validation des acquis de l'expérience. J'ai travaillé, j'ai expérimenté des choses dans mon activité, je peux essayer, en tout cas, de prétendre à l'obtention d'un nouveau diplôme plus élevé que celui que j'avais, voire différent, c'est-à-dire dans un autre domaine. J'ai une expérience professionnelle dans l'aéronautique, mais je n'ai pas de diplôme dans ce domaine-là. Mon expérience professionnelle peut me permettre d'en obtenir un sous réserve de ce cursus de VAE qui nécessite différentes étapes. Peut-être qu'il y a déjà eu des infos là-dessus ou qu'il y en aura. Voilà, c'est un processus particulier, mais en tout cas qui peut permettre d'acquérir une nouvelle certification. Dans cette première étape-là, qui est faire le point sur sa situation, il est aussi important, et c'est aussi en général ce qui est abordé par les personnes, de parler des contraintes. Oui, j'ai envie de changer, mais je ne veux pas diminuer mon niveau de salaire, je ne peux pas être mobile, j'ai une famille, j'ai un conjoint qui est dans une situation précaire en ce moment. Donc, tous ces éléments-là, c'est des choses qui sont essentielles aussi à poser et à réfléchir sur qu'est-ce qui n'est pas bougeable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui est comme ça et je suis obligée de faire avec aujourd'hui, et sur quoi est-ce que je peux faire des compromis. Donc, quels sont les aspects sur lesquels je peux avoir de la marge d'action dans les contraintes qui sont les miennes. Il y a les contraintes, on va dire, un peu objectives, et puis il y a les freins un peu plus subjectifs. J'ai peur de changer. Je connais ce que je fais aujourd'hui, je le maîtrise, même s'il y a une part de moi qui n'est pas satisfaite. Mais demain, recommencer tout à zéro, ça fait peur aussi. Donc, ces aspects un peu plus subjectifs, on va aussi pouvoir les travailler. Et c'est essentiel de les travailler pour voir qu'est-ce que je peux lever comme frein et est-ce que ça peut me permettre de mettre en place ce changement. Et aussi réfléchir, évidemment, si ma situation change, si je change de travail, qu'est-ce qui va se passer pour moi aussi à tous ces niveaux-là, en termes d'aspect financier, en termes de vie extra-professionnelle, de temps, etc. Donc, ces éléments-là sont aussi très importants à prendre en compte.
Donc là, on a vu la première étape qui est faire le point sur sa situation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première étape, ou je ne sais pas si les personnes posent des questions au fur et à mesure ou pas. Si c'est le cas, pour l'instant, on n'a pas de questions, Nathalie. Pas de questions, bon, ok, tout est clair. Tout est clair. Donc, la première phase, donc, c'est faire le point sur cette situation. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, c'est aussi intéressant de pouvoir interagir. La deuxième étape là, sur laquelle on va s'arrêter maintenant, ça va être explorer les pistes. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai des pistes. J'ai posé ma situation, je me suis... voilà. Pour le faire, maintenant, je vais passer à une deuxième étape qui est de formaliser mes idées. Donc, j'ai des idées, j'ai des envies. Je vais aller, en général, la première étape, c'est faire des recherches. Donc, aujourd'hui, avec Internet, on a effectivement beaucoup d'informations accessibles. La difficulté, c'est que parfois, on peut s'y perdre. Il y a tellement d'informations que du coup, c'est difficile de trouver la bonne information. On va avoir des informations contradictoires ou on ne sait pas forcément sur quel site aller non plus, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être intéressant aussi d'être accompagné pour trouver, on va dire, les bons outils, les bons sites, et puis être un peu aidé aussi dans cette vaste somme d'informations qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que souvent, la première étape, c'est de la recherche documentaire. Je vais lire des éléments d'information sur les métiers et puis ou sur les domaines d'activité et je vais regarder par rapport à ce que j'ai fait comme point sur ma situation, qu'est-ce qui pourrait me convenir ou qu'est-ce que j'écarte parce que finalement ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'attire pas ou c'est trop difficile d'accès. Il y a cette réalité-là aussi. Donc première étape, c'est plutôt de la recherche et de l'étude documentaire. Deuxième étape, on va se rapprocher de la réalité du terrain. Ce que je lis, ça va m'apporter des informations. Les fiches métiers, c'est une bonne source d'informations. Par contre, aller rencontrer des gens qui font ce que j'aimerais faire, aller rencontrer des gens qui sont en activité professionnelle, ça va me donner des éléments bien complémentaires et plus proches de ce qu'est la réalité aussi. Donc là, on va être effectivement dans de l'échange, ce qu'on appelle des enquêtes métiers, où en général, je vais me construire une petite grille de questions avec ce qui va être important pour moi à aller recueillir comme information et je vais aller rencontrer des gens dans mon entourage si j'en ai, ou sinon je vais aller taper un petit peu à toutes les portes possibles dans des structures où j'ai pu identifier qui avaient le type de professionnel que j'aimerais être, pour aller échanger avec eux sur la réalité de leur travail, les conditions de travail, qu'est-ce qu'ils font vraiment, qu'est-ce qu'eux perçoivent comme point fort et comme contrainte dans leur métier, qui ne seront peut-être pas ce que je vivrai moi comme contrainte ou comme avantage, mais en tout cas, je vais aller recueillir les informations et les analyser au prisme de ce qui va être important pour moi. Dans les enquêtes auprès des professionnels et aussi par rapport à d'autres démarches, on va en général s'interroger sur si je vais vers ce changement-là, est-ce que je vais trouver du travail derrière? On reçoit beaucoup de gens qui sont dans ce questionnement-là en disant oui, j'ai envie de changer, mais si c'est pour me retrouver en difficulté et pas trouver de travail, je ne vois pas forcément l'intérêt de faire ce changement. Donc, c'est aussi un des paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Si je m'oriente vers tel métier, vers telle formation aussi, quelles seront les possibilités d'insertion professionnelle derrière? Donc là, on va être aussi sur de la recherche. Lors des entretiens que je peux avoir avec les professionnels, je vais les interroger là-dessus. Je vais aussi pouvoir regarder sur les éléments qui me permettent d'avoir une vision sur le marché de l'emploi, le site Pôle emploi, les sites qui sont à disposition sur les statistiques métiers. Donc, Pôle emploi fait des études là-dessus aussi. On a Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui donne aussi des observatoires sur les métiers, sur les filières. Je peux participer à des salons professionnels, je peux aller consulter des éléments, téléphoner à des organismes de formation aussi pour leur demander les taux d'insertion des personnes qui ont fait leur formation. Et puis, je peux aussi être accompagnée là, avec mon conseiller pour travailler là-dessus. Donc, c'est un aspect important. Ce n'est pas toujours facile d'avoir ces données-là et ça reste toujours un peu parcellaire puisque ça dépend de ce qu'on va trouver comme information. Mais en tout cas, c'est essentiel de le faire aussi pour
Être conscient de ce dans quoi on s'engage. Il y a des personnes qui vont s'apercevoir que le métier vers lequel elles souhaitent aller, ben, il n'y a pas forcément énormément d'offres d'emploi. Pour autant, ce n'est pas forcément empêchant. Ça dépend comment la personne le voit et quelle est sa situation. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte que le métier est quand même assez précis, assez serré, que ça risque d'être compliqué et qui du coup vont laisser de côté cette perspective-là. Ça, après, c'est chacun effectivement qui va l'analyser avec le prisme de sa situation. Sur les formations, c'est aussi un élément qui va être interrogé sur les fiches métiers, puisque souvent on a des prérequis, c'est-à-dire pour faire ce métier, ben, il faut tel bac plus 2, telle formation. Donc déjà, ça me donne un élément. Et quand je vais rencontrer des professionnels, je vais aussi les interroger là-dessus. Ben, vous, dans la réalité de vos recrutements ou des recrutements de votre entreprise, quelles sont les formations qui sont demandées, qui sont requises? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus adéquates que d'autres? Ou est-ce que l'expérience suffit et il n'y a pas forcément besoin d'une formation spécifique? Et si j'ai besoin d'une formation, ben, quel type d'organisme de formation je peux envisager? Donc là, sur la partie formation, il y a aussi des outils de recherche d'informations qui existent. Sur votre compte personnel de formation, aujourd'hui, on a tous notre CPF qui peut nous permettre de regarder des formations éligibles notamment. Et il y a aussi d'autres sites qui sont mis à disposition par Pôle emploi aussi, un site qui s'appelle La Bonne Formation, ou sur Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi un outil qui est intéressant qui s'appelle Raphaël, qui permet de lister les formations accessibles sur le territoire. Nathalie, oui. Alors, coupe juste au micro parce qu'il y a de l'écho. Excuse-moi. Hop, alors Nathalie et moi on est basés en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à donner des exemples d'outils Nouvelle-Aquitaine, mais il existe en fait des équivalents partout. Alors dans le chat on a eu une question sur Défi Métier qui est très très bien, et en fait l'équivalent de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle en fait un CARIF, hein, c'est une structure régionale qu'on va trouver du coup dans toutes les régions, et elles vont porter des noms différents. En Occitanie c'est le CARIF-OREF, enfin voilà, donc n'hésitez pas à taper aussi CARIF dans Google et vous tomberez du coup sur un site qui dépendra de votre région, où vous pourrez trouver la liste des formations qui sont proposées avec les organismes. Je te rends la parole, Nathalie. Oui, excusez-moi, en effet, je suis un peu dans mon prisme Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est le même type d'organisme. C'est des organismes qui sont des observatoires des métiers et de la formation par région et qui, du coup, donnent des informations intéressantes et pertinentes par rapport à des secteurs d'activité et à la localisation dans laquelle vous êtes. Excusez-moi, effectivement, de cet oubli. Dans la partie explorer les pistes, une fois que j'ai fait des lectures de fiches métiers, que j'ai rencontré des professionnels du secteur et des organismes de formation, souvent la suite, c'est de faire ce qu'on appelle une période d'immersion en entreprise. Pour me rendre compte de la réalité du métier et voir si je peux réellement m'y projeter, c'est en général la démarche essentielle. Je vais aller en situation, observer quelqu'un, être auprès d'un professionnel qui occupe le métier que je voudrais occuper pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours en fonction des possibilités que j'ai. Et cela va me permettre de confirmer ou pas l'orientation que je souhaite donner. Souvent, dans les accompagnements qu'on réalise, on voit que c'est vraiment un moment clé pour dire j'y vais. Ok, j'ai vu le métier, j'ai été auprès de quelqu'un, j'ai pu observer son travail et du coup, j'ai plus de doutes. Les freins que j'avais, les doutes que j'avais sur le métier, ils sont levés. Ou au contraire, j'ai rencontré quelqu'un, je suis allée avec lui travailler et je me rends compte que ça ne me conviendrait pas. Donc, c'est vraiment un élément très important et qui souvent va être le déclencheur. Dans cette perspective de stage, ce qui va des fois être freinant pour les personnes, c'est de dire oui, mais comment je fais quand je travaille? Donc oui, ça veut dire qu'il faut dégager du temps. Ça peut être sur des jours de repos, sur des jours de congé, sur le week-end si vous ne travaillez pas le week-end et que dans le métier c'est possible. Et aussi sur l'aspect logistique, c'est-à-dire pour faire un stage, il faut une convention. Donc dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nous, on peut effectivement vous aider pour avoir cette convention qui s'appelle donc une période de mise en situation en milieu professionnel.
Et du coup, c'est vrai que cette phase-là, elle est essentielle et il est important, du coup, effectivement, d'en parler autour de soi pour pouvoir avoir des éclairages des uns et des autres ou se dire, ah ben oui, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là ou sur ce métier-là, peut-être que je peux lui parler de toi et voir ce que ça peut donner. Là, on est sur la perspective du métier. On a aussi des gens qui sont dans une attente, dans un objectif de création d'entreprise. Pour pouvoir travailler sur cette perspective-là, en général, on va être aussi accompagné par des structures spécialisées dans la création d'entreprises et qui vont accompagner les personnes sur l'étude de marché, c'est-à-dire là où je veux aller, ce que je veux créer, ce que je veux mettre en place. Est-ce qu'il y a une place pour moi? Est-ce qu'il y a, voilà, quelle est la concurrence? Quelle est la clientèle potentielle que je pourrais avoir? Quels sont les besoins auxquels je pourrais répondre? Donc ça, c'est la partie étude de marché. Et la partie qui s'appelle business plan, c'est la partie financement. Oui, je veux créer mon entreprise, mais quels sont les aspects à prendre en compte sur les besoins que je vais avoir par rapport à mon entreprise et sur les ressources que je pourrais avoir? Et donc, effectivement, là, il est conseillé de faire cette démarche-là accompagné d'un expert, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'invente, pour pouvoir anticiper l'activité que vous voulez conduire. Donc, quand j'ai validé mon projet, finalement, c'est comment est-ce que j'y vais, finalement. Comment je le mets en œuvre? Est-ce que mon projet, voilà, il est accessible, réaliste, réalisable? Et là encore, c'est chacun qui va pouvoir, au prisme des recherches et des éléments qui ont été travaillés, répondre à cette question-là. Une fois que j'ai fait ces recherches-là, je suis davantage en capacité de me dire, OK, j'y vais ou non, je n'y vais pas, mais je sais pour quelles raisons je n'y vais pas et je sais pour quelles raisons j'y vais. Il n'y a pas forcément dans le changer de métier, effectivement, je me reconvertis complètement. Je peux aussi me dire à un moment donné, mon métier, ce n'est pas lui qui pose problème, c'est mon contexte d'activité, c'est mon entreprise, c'est ma hiérarchie, c'est mes collègues, c'est la situation dans laquelle je suis aussi au niveau personnel et j'ai envie d'un changement. Et parfois, ce n'est pas forcément un changement de métier en lui-même que je vais mener, mais plutôt un changement d'emploi. Et à ce moment-là, on va travailler plutôt sur tout ce qui est autour de la recherche d'emploi, donc sur le CV et peut-être comment je peux améliorer la présentation de mon CV, la présentation des compétences sur mon CV, la présentation de mes expériences. Comment est-ce que je peux préparer des entretiens? Ça fait 10 ans que je travaille dans la même structure, ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'entretien, voire je n'en ai jamais passé parce que je suis rentrée dans cette entreprise de telle ou telle manière et j'y ai évolué. Je n'ai jamais passé d'entretien, mais comment ça se passe? Et donc là, on peut aussi être accompagné pour préparer ça et savoir comment se présenter, comment valoriser son expérience, comment valoriser ce qu'on sait faire. Et aussi définir des stratégies, des actions. J'ai clarifié que je veux changer, comment je m'y prends pour le faire. Si cette réflexion sur mon changement de métier m'amène à la création d'une activité, là, je vais avoir aussi à travailler là-dessus. Quel type de biens, de services je veux mettre en œuvre, quel type d'activité. On l'a vu tout à l'heure, cette nécessité de passer par une étude de marché, de passer par un business plan. Donc, il y a des chambres consulaires qui existent, il y a des boutiques de gestion qui existent, il y a eu, je crois, des webinaires sur la création d'entreprises aussi. Là encore, c'est important d'être bien accompagné pour pouvoir travailler sur ce changement-là qui n'est pas bénin. Passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, ce n'est pas la même chose. Ça a des impacts à plusieurs niveaux et c'est important d'être bien conscient du chemin qu'on va parcourir là-dessus. Dans le travail sur la projection, parfois on se rend compte que les compétences qu'on a acquises, l'expérience qu'on a acquise et les diplômes qu'on a ne sont pas suffisants. Et il peut y avoir un besoin de formation. Donc là aussi, dans la stratégie, on va travailler sur comment je trouve là où les formations qui pourraient me convenir. Comment est-ce que je la finance? C'est aussi souvent un questionnement qu'on rencontre. C'est-à-dire, voilà, j'ai un projet, j'ai identifié la formation que j'aimerais réaliser, mais
comment je la finance? Moi, je n'ai pas forcément les ressources pour le faire. Quels sont les dispositifs qui peuvent me permettre de le faire? Là est listé le CPF, le compte personnel de formation, sur lequel chaque personne développe des droits. Avant, c'était des heures, maintenant, on est sur des euros à la formation, mais qui sont aujourd'hui, en tout cas, utilisables que sur les formations qui sont référencées sur le CPF. Ça, vous pouvez y avoir accès facilement en allant sur moncompteformation.gouv.fr et vous allez pouvoir créer votre CPF si vous ne l'avez pas fait ou voir en tout cas les formations que vous pourriez financer directement avec ce volume euro que vous avez sur les formations référencées. Et si ce n'est pas possible, ça peut être aussi un échange avec son entreprise actuelle pour dire, voilà, moi j'ai un projet de formation de tel ordre. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisageable de l'accompagner en interne de l'entreprise, donc par le biais de ce qu'on appelait avant le plan de formation, qui est aujourd'hui le plan de développement des compétences. Parfois, si la formation que vous identifiez, elle peut aussi être intéressante pour votre entreprise, ça peut être ce biais-là et ça peut amener une évolution pour vous dans l'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, on peut avoir aussi recours à un dispositif qu'on appelle le projet de transition professionnelle, le PTP, qui peut permettre de financer une action de formation de reconversion si elle est reconnue au RNCP, c'est-à-dire qu'elle va vous amener une qualification, une certification complémentaire. Donc là encore, s'il y a ces besoins-là, c'est important d'être accompagné pour voir un petit peu les différents dispositifs. Il y en a encore d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment comment je m'y prends pour mettre en œuvre mon projet. Et la dernière étape, une fois que j'ai clarifié tous ces éléments-là, c'est mon plan d'action. Donc, je sais où je veux aller, je sais quels sont les éléments importants pour mettre en œuvre mon projet. Je vais faire un plan d'action avec des objectifs, des actions, des délais, des ressources en termes d'interlocuteurs que j'aurai à rencontrer ou que je vais continuer à solliciter, en termes de lieux, ressources que je peux avoir, voilà, à différentes échéances. Rapidement, qu'est-ce que je peux faire? Le petit pas d'après, c'est souvent ce qu'on essaye de travailler dans les entretiens qu'on a, c'est-à-dire aujourd'hui, ma situation, elle est celle-là, qu'est-ce que je peux bouger? C'est quoi la petite chose sur laquelle je peux agir pour que ça change? Et puis, petit pas, et puis il y a des pas un peu plus importants. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce qui est de mon ressort? Et puis, qu'est-ce qui va être de l'ordre de aussi les retours que je peux avoir de différents interlocuteurs? Donc ça, c'est le plan d'action. Important à écrire, là encore, à formaliser, et puis à avancer au fur et à mesure et à voir les effets que ça produit. Et ce qui est très important aussi dans cette perspective de changement, c'est de réfléchir à des alternatives. Souvent, on a un projet prioritaire qui a plus de sens pour nous, dans lequel on se projette, dans lequel on se retrouve, mais c'est toujours important de se dire, et si ça ne marche pas? Si pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que j'ai comme autre alternative? Donc, comme plan B, comme plan C, voire un peu plus. Et ça, c'est essentiel effectivement de le faire aussi, même si en général, on concentre beaucoup d'efforts sur la construction de ce projet et de ce métier qui va avoir du sens pour moi. C'est aussi important de dire, si ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce que je peux envisager d'autre? Et comment je m'y prendrais si ça ne fonctionnait pas? Et ce qu'on voit là aussi, c'est l'importance de présenter, de travailler à son projet. À plusieurs reprises, je vous dis, c'est important d'écrire les choses. C'est aussi ce qui peut permettre après de les verbaliser. Pouvoir exprimer ce qui est important pour soi, pouvoir exprimer ce qui nous plaît dans un travail, pouvoir lister les démarches que j'ai faites, les rencontres que j'ai effectuées, ça permet aussi d'être plus à l'aise pour pouvoir parler ou défendre son projet à l'écrit aussi. Parce que sur certains dispositifs, on est obligé après de présenter son projet à l'écrit, d'où l'importance de bien avoir les idées claires de son côté pour que ça puisse être clair pour ses interlocuteurs. Et de bien valoriser tout ce que j'ai pu mettre en œuvre pour clarifier les choses de mon côté. Je te laisse continuer, Alice. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que c'était clair. Moi, j'ai trouvé ça très clair, en tout cas. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On tentera d'y répondre. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir de la présentation de Nathalie, alors il y a beaucoup de choses à retenir, mais c'est que quand on veut changer de métier, il faut être méthodique. Il y a des étapes
Et il faut pas voilà, il faut pas les brûler ces étapes parce que il y a beaucoup d'enjeux derrière. Ça va avoir un impact sur votre vie personnelle également. Donc faites-vous accompagner, c'est quand même plus sûr pour pouvoir bien ficeler vos projets. Dans les manières de se faire accompagner, on a eu pas mal d'échanges sur le bilan de compétences là sur le chat. Nous, notre objectif, c'est quand même de vous donner de l'information sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est ce qui aujourd'hui est le fil conducteur de notre semaine thématique. Mais simplement pour vous dire que le CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit, accessible à tous. Alors, en fonction de votre statut, vous aurez des opérateurs différents. Mais voilà, sachez en tout cas que depuis 2015, le CEP, ça existe et que c'est ouvert à tous. C'est gratuit, profitez-en. Ça va vous permettre à un moment donné de pouvoir faire le point sur votre situation professionnelle. Et si au moment de démarrer ce CEP, vous vous rendez compte que le bilan de compétences est plus propice à aller un peu plus loin dans votre réflexion, à ce moment-là, votre CEP pourra tout à fait vous orienter sur un bilan de compétences. Mais ça peut être un sas à un moment donné. Je me pose des questions, je vais faire appel au CEP pour faire le point. Donc, je le redis, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre, accessible à tous et impartial. Accessible à tous au sens où, donc, comme je vous le disais, en fonction de votre statut, vous aurez différents interlocuteurs. Nous, le réseau des CIBC, nous accompagnons tous les salariés du secteur privé et les indépendants. On n'accompagne pas les agents publics, on n'accompagne pas les étudiants, on n'accompagne pas les retraités. Malheureusement, pour les agents publics, je vois qu'il y a une question. On vous renvoie vers votre administration, mais malheureusement, on ne peut pas vous accompagner. L'APEC va accompagner les cadres, qu'ils soient en activité ou en recherche d'emploi. Pôle emploi va pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre du CEP. Les missions locales vont accompagner les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pourra accompagner les personnes en situation de handicap, qu'elles soient demandeurs d'emploi ou en activité. À ce sujet, à 14 h, il y a un webinaire autour justement des problématiques de santé. Nathalie, tu en as parlé au tout début. Ça peut être à un moment donné le déclencheur d'une réflexion autour du projet. Donc Cap Emploi, différents Cap Emploi de France vont pouvoir du coup vous proposer un webinaire à 14 h. Donc vous trouverez le lien de connexion sur le site évolution-professionnelle.fr sur justement tout ce qui peut être mis en place durant votre arrêt et comment on va prendre en compte cette situation-là. Je vois qu'il y a une question, cadre et fonctionnaire. En fait, les agents publics sont malheureusement exclus du CEP. Donc, vous pouvez prendre contact avec l'APEC, mais je crains qu'ils vous répondent la même chose. En tout cas, pour ce qui est du réseau des CIBC qui sont opérateurs sur 8 régions, nous, on accompagne uniquement les salariés du secteur privé et les indépendants. Je continue la présentation, puis je vois qu'il y a quelques questions, donc on y répondra avec Nathalie après. Le CEP, comment est-ce que ça se déroule? Il y a 3 niveaux de service. Bon, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'aiguillage. Donc, vous allez prendre contact avec nous. Je vais vous montrer le numéro de téléphone gratuit que vous allez pouvoir appeler juste après. Donc, voilà, vous appelez, vous donnez des informations de type administratif pour qu'on puisse vous rappeler. Dans les grandes lignes, votre demande. Et on va vous proposer un rendez-vous sous 10 jours pour un conseil personnalisé qui va être un temps un peu de diagnostic, une analyse partagée de situation où voilà, le CEP pendant 1h30 va prendre le temps de vous faire expliciter votre situation, votre demande et puis vous apportera des informations, celles en tout cas dont vous auriez besoin. Si à l'issue de ce premier niveau, on se rend compte qu'il y a du sens à vous orienter vers un niveau plus personnalisé, un accompagnement plus approfondi, à ce moment-là, on passera sur un niveau 2, un appui à la formalisation de votre projet, voire un appui à la mise en œuvre qui pourra alors durer jusqu'à 18 mois. Donc voilà, donc si au moment de cette analyse partagée de situation, on se rend compte qu'il y a besoin d'approfondir, soit ça sera dans les capacités du CEP et dans le temps que vous aurez, on va s'adapter, on va pouvoir vous accompagner sur la démarche de projet, soit on se dit vraiment là, on part d'un petit peu plus loin et vous avez besoin de temps, et à ce moment-là, vous pourrez partir sur un bilan de compétences et le CEP pourra vous aiguiller là-dessus. Je finis sur la présentation parce que je pense que je vais répondre à une partie des questions puis on y reviendra. Pour nous joindre, c'est très simple, c'est le 09 72 01 02 03, une plateforme téléphonique qui va donc prendre les premières informations et vous proposer un rendez-vous sous 10 jours pour une analyse partagée de situation, le premier rendez-vous avec votre CEP. Un rendez-vous qui sera proposé en fonction de votre choix, soit en présentiel,
soit en distanciel, si c'est plus simple pour vous. Ça, c'est vous qui décidez, en fait. Les CEP vont vraiment s'adapter à votre besoin. On va vous proposer un rendez-vous soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail. Enfin voilà, on est au plus pratique pour vous. Donc vous pouvez nous contacter au 09 72 01 02 03 ou passer par notre site internet mon-cep.org et ensuite ça vous renverra sur le site régional et voilà, on pourra vous recontacter pour vous proposer un rendez-vous. Je pense que pour les grandes lignes, c'est ça. Il y a en tête que le CEP, c'est un service gratuit qui est pris en charge par l'État, mais qui est gratuit pour vous et qu'on est là pour répondre à différentes demandes et pouvoir vous aiguiller ensuite en fonction de votre besoin vers les bons interlocuteurs si ça ne relève pas du CEP. Alors, on va revenir sur les questions. Nathalie, si tu en as repéré et que tu veux y répondre, je te laisse la parole. Hein. Alors, j'en ai repéré une sur la différence entre le bilan de compétences et le CEP. Alors, c'est une très bonne question. En général, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le bilan de compétences, c'est quand même plutôt quand j'ai pas peu d'idées où je suis vraiment dans une envie et un besoin d'un questionnement assez approfondi sur moi et sur là où j'en suis dans mon parcours. Voilà, le bilan de compétences, c'est vraiment, j'ai besoin d'être accompagnée, d'être guidée sur un questionnement un peu profond par rapport à ma situation d'aujourd'hui et à vers où j'ai envie d'aller demain. Pour ça, je sens que j'ai besoin de temps et que j'ai besoin d'un espace où j'ai davantage de temps. En CEP, on a moins de temps que dans un bilan de compétences. On va être plutôt sur de la réflexion sur un projet, sur des idées qui sont déjà existantes et où on va aller les approfondir. Voilà ce que je peux dire un peu comme différence entre les deux dispositifs. Voilà, sachant qu'effectivement, la différence, c'est que le bilan de compétences, ça demande un financement. Le CEP, ça peut être gratuit. Donc, voilà, ça peut être aussi des éléments importants à prendre en compte. Le bilan de compétences, on est plus sur une réflexion, sur un accompagnement plus en profondeur. Et sur le CEP, on est sur j'ai des idées, j'ai voilà, un projet déjà bien avancé et je vais être accompagnée dans ce projet-là. Et dans le bilan, des fois, on a des gens qui arrivent avec 0 idée. Donc ça, en CEP, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il y a d'autres éléments là-dessus. Nathalie, je vais Oui. te demander de couper ton micro, je vais répondre à une autre question. Merci. Désolée, parce que sinon ça fait de l'écho pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Dans le cas du CSP, est-ce que c'est possible de bénéficier du CEP? Alors en fait, à Pôle emploi, de ce que j'en ai compris au cours des différentes réunions qu'on a avec les autres opérateurs, Pôle emploi va déclencher la modalité CEP pour les portefeuilles renforcés, pour les personnes qui sont plutôt moins autonomes, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont différentes catégories de demandeurs d'emploi avec voilà, des différentes modalités. Néanmoins, je vous invite, alors c'est vrai que la particularité du CSP, du contrat de sécurisation professionnelle pour les personnes qui sont licenciées économiques, j'avoue que j'ai pas exactement le détail de ce qu'ils peuvent proposer et est-ce qu'ils peuvent déclencher le CEP à ce moment-là. Mais par contre, je vous invite vraiment à leur poser la question parce que ça serait pas, enfin, je pense que ça aurait du sens. À partir du moment où on a un accompagnement qui est un petit peu plus, voilà, un peu plus rapproché, on va dire, bah, on peut le catégoriser en CEP. Donc, n'hésitez pas à poser la question à votre conseiller Pôle emploi. Je vois qu'il y a des questions sur les agents publics. Malheureusement, sur les agents publics, on est un peu coincé parce que quand vous venez vers nous, parce que ça peut arriver, on vous renvoie vers vos administrations. Normalement, c'est eux qui le gèrent en interne. Alors, en plus, il y a différents secteurs de catégories de fonction publique. Donc, il y a la fonction publique territoriale avec les centres de gestion qui peuvent proposer des bourses aux emplois et donc qui ont sûrement des agents qui sont là pour accompagner les carrières. Dans la fonction publique hospitalière, je pense que ça va fonctionner autrement. Enfin, voilà, donc difficile de vous répondre, ça relève pas de nous et en principe, vous devez avoir des interlocuteurs dédiés à la question de la carrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait un témoignage d'une personne qui disait qu'elle avait appelé et avait eu rendez-vous une semaine après en Gironde pour le CEP. Donc effectivement, on essaie de respecter ce délai de 10 jours. En Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt bon, mais je ne veux pas m'engager pour les autres, mais je pense qu'on est tous engagés de la même manière. Je vois que mon collègue responsable qualité a répondu à la question cadre APEC. Effectivement, 13h approche. On va essayer de tenir le timing. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions.
Alors, il y a une question sur est-ce qu'on peut demander un autre rendez-vous avec un autre conseiller que celui qu'on a rencontré dans le cadre du CEP. Je vais laisser notre responsable qualité répondre peut-être à cette question. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il est possible de demander un second rendez-vous avec un autre conseiller que celui qu'on a rencontré? Bonjour à tous. Oui, bien entendu, vous avez le choix de votre conseiller. Il faut simplement l'annoncer à la plateforme, tout simplement. Donc au 09 72 01 02 03. Je me permets du coup de répondre à Monsieur Rouen. Donc je lui dis voilà simplement de recontacter la plateforme. Il a dû tomber sur un petit bug de la plateforme sûrement. Le délai moyen pour prendre un rendez-vous CEP de 9,8 jours en Nouvelle-Aquitaine sur le mois de septembre. Donc on l'a des plages horaires, n'hésitez pas. Je me permets de lire les questions aussi. Donc voilà, je réponds bien à Maud. Hein, si vous n'êtes pas satisfait de votre premier entretien, parce que tout simplement, vous n'êtes pas suffisamment senti à l'écoute, hein, c'est aussi un lien humain qu'on crée avec le conseiller, vous avez bien entendu la possibilité de changer de conseiller. C'est tout à fait compréhensible que parfois des atomes crochus ne matchent pas. Une question, s'il vous plaît, pour bien comprendre la différence entre le CEP qui est donc proposé par l'organisme de référence, à savoir Pôle emploi, Cap emploi, etc., les organismes que vous avez cités, et ce que j'appelle, moi, l'organisme régional. C'est juste pour bien comprendre, puisque lors d'un webinaire précédent, on a bien vu la cartographie avec la répartition des organismes ou des groupements régionaux. Donc moi, je veux juste comprendre à quel moment on va plutôt s'orienter vers, par exemple, un CEP porté par, je sais pas moi, Pôle emploi, ou éventuellement, donc vous, c'est CIBC, par exemple. Je n'ai pas bien compris la subtilité, excusez-moi. Alors, ça dépendra simplement de votre statut, de votre catégorie socio-professionnelle. Donc, si vous êtes cadre, c'est vers la PEC. Si vous êtes en situation de handicap, c'est vers le Cap emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est pour le Pôle emploi. Et tout le reste, c'est vers le groupement qui est effectivement porté par le CIBC 33. C'est un groupement qui regroupe donc plusieurs CIBC, l'association Retravailler, le CIDFF, qui est donc le Centre d'information du droit des familles et des femmes, et aussi les chambres consulaires, donc la Chambre des métiers d'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, ce qui nous permet d'avoir un panel de connaissances pour répondre à l'ensemble des demandes du public. D'accord, et ce qui veut donc dire que si je suis salarié, je Oui. contacte le groupement, mais ensuite je suis orientée plus particulièrement vers puisque c'est une plateforme, vous venez de le développer, Oui. ce sera en fonction de ma sensibilité ou en fonction, enfin, je veux dire, comment je vais être orientée ensuite derrière, vous voyez, par rapport aux différents opérateurs? Ça dépendra de plusieurs éléments. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous assez rapidement, ça sera au rendez-vous le premier rendez-vous disponible. Si vous avez des demandes spécifiques, vous pouvez demander à être plutôt accompagné, par exemple, par le CMA, si vous êtes dans l'artisanat, ou par la CCI, si vous êtes plutôt dans le commerce, etc. D'accord, merci. Très bien. Ok. Parfait, merci Guillaume, notre responsable qualité en Nouvelle-Aquitaine, toujours en appui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 13h pile. Je me doute qu'il y a plein de gens qui doivent aller peut-être manger ou reprendre le travail. En tout cas, Nathalie, je te remercie beaucoup pour la qualité de ton intervention. C'était très clair, très intéressant. Le webinaire sera retrouvé en replay. Donc, si jamais il y a des choses qui vous ont échappé, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous pourrez voir en replay depuis le site de la semaine de l'évolution professionnelle. Et n'hésitez pas donc à aller voir le reste de la programmation. Il reste encore 1 jour et demi de webinaire pour vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.